C'est la dernière ligne droite. Vous n'avez plus que quelques heures pour décider de vous associer à TV Liberté pour que notre aventure ensemble continue. Alors je sais bien que certains d'entre vous sont là, agacés parfois par nos demandes. Pourtant, elles sont les seules garantes de notre indépendance. Vous le savez, sur TV Liberté, vos programmes ne sont pas interrompus par des publicités pour vous pousser à consommer. Derrière mon épaule, pour préparer nos émissions, aucun milliardaire pour souffler mes propos, aucun parti politique pour dicter notre ligne éditoriale. Seulement nous et vous. Grâce à vos dons, TV Liberté peut se targuer d'une indépendance totale. Ce modèle, c'est aussi celui qui offre la possibilité aux plus fragiles d'entre nous d'accéder à une information de qualité et à des décryptages étayés gratuitement. Car nous pensons que chacun doit être responsable et savoir s'il peut contribuer un peu, beaucoup ou passionnément à notre entreprise d'utilité publique. Ce combat n'existera demain que si vous agissez aujourd'hui. Il reste maintenant peu de temps, jusqu'au 31 décembre minuit, pour faire un don et contribuer à la fabrique d'une information libre, crédible et vérifiée. Vous seul pouvez nous aider à continuer notre travail, alors je compte sur vous. Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Coup de théâtre hier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé que 91 drones kamikazes ukrainiens avaient été lancés sur la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod, 12 heures après que Donald Trump a annoncé que l'accord de paix pour l'Ukraine était ficelé, selon lui, à 95%. Kiev et Volodymyr Zelensky nient en bloc cette attaque. Tous les appareils auraient été abattus selon Moscou, mais alors qui croire? À qui profite le crime, comme on dit? À Kiev, à Moscou ou au va-t-en-guerre européen? Pour y répondre, je reçois l'analyste Laurent Ozon, auteur de l'essai « Les néoconservateurs, une élite impériale » d'ailleurs. Laurent Ozon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir encore une fois répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Nous avons besoin de vos avis, de vos éclairages sur cette question cruciale, mais nous allons aborder évidemment bien d'autres problématiques. Je vous propose, avant de commencer, pour que tout soit clair, d'écouter ce que Sergueï Lavrov a dit. Ces paroles ont été diffusées par les agences de presse russes. Écoutons-le. В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим Le régime de Kiev a lancé une attaque terroriste contre une résidence officielle du président russe dans la région de Novgorod avec 91 drones de longue portée. на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Nous tenons à souligner que cette attaque a eu lieu alors que se déroulaient d'intenses négociations entre la Russie et les États-Unis en vue de résoudre le conflit ukrainien. De tels actes irresponsables ne resteront pas impunis. Dans le même temps, nous n'avons pas l'intention de nous retirer du processus. Cependant, compte tenu de la dérive criminelle du régime de Kiev, la Russie réexaminera sa position dans les négociations. De son côté, Volodymyr Zelensky évoque, je cite, une pure invention. Alors qui croyez-vous? L'attaque terroriste, comme le pense Lavrov, ou Volodymyr Zelensky et Kiev? Bon, il y a deux solutions. Soit on dispose de données indiscutables, produites par l'un ou par l'autre, ou par les uns et par les autres, et on peut se faire une idée. Soit c'est pas le cas et on commente. Moi, ce que je pense, c'est que les Ukrainiens ne se sont pas privés les Ukrainiens, avec l'aide d'un certain nombre de services étrangers, dont le MI6 notamment, ne se sont pas privés de torpiller tous les efforts de paix précédents en prenant des initiatives incongrues et parfois absurdes. Et donc, ça ne serait qu'une fois de plus, finalement. Hein. Donc, on va dire que ça serait dans la continuité de ce que le gouvernement de Kiev a fait à chaque fois qu'une solution diplomatique ou qu'une solution se profilait. Donc,
Une barbouzerie de plus. Une barbouzerie de plus. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, on est dans la phase, je dirais, fin de Troisième Reich, là, à Kiev, avec des gens qui s'attrapent les mollets, qui vont bientôt s'attraper à la gorge, certains qui se barrent dans des pays étrangers avec des valises, des gens qui se planquent, des gens qui cherchent à se faire assassiner ou à assassiner le rival. Et on n'est pas non plus à l'abri qu'un certain nombre de factions plus radicales, ou en tout cas qui ne veulent pas entendre parler du processus de paix, cherchent à remettre une pièce dans le jukebox pour relancer en quelque sorte et faire échouer une fois de plus le processus de paix. Ça s'est déjà produit à plusieurs reprises. Ça, c'est l'hypothèse la plus probable parce que c'est celle à laquelle on a déjà assisté maintes fois. Donc des groupes suffisamment puissants pour lancer une telle initiative. Oui, c'est ça, c'est-à-dire des gens qui, dans le haut pouvoir, je dirais, cherchent à faire un coup de billard à plusieurs bandes. Mettre Zelensky en difficulté à l'égard des États-Unis. Donc, petit 1. Petit 2, relancer la machine et donc faire dérailler le processus de négociation. Peut-être en anticipant... je ne sais pas, des élections en Ukraine qui pourraient mal se passer, du coup, et cherche à intervenir aussi à conditionner, peut-être aussi à influencer le résultat de prochaines élections. Voilà, bon, ça, il y a toutes les hypothèses possibles. Faut quand même vous mettre dans l'atmosphère dans laquelle on est là-bas. C'est fin de règne, hein, donc vous avez une ambiance où vous avez des types qui cherchent tous à tirer leur épingle du jeu, à planquer leurs lingots, leurs billets, à changer de pays. Enfin, c'est vraiment très très lourd comme ambiance, hein. Alors ça, c'est la première hypothèse. Il y a une deuxième hypothèse, c'est que les Russes aient pris une fois de plus une bordée de drones, comme il y en a eu déjà régulièrement. Bon, on s'envoie des drones de chaque côté, donc pas de raison que ça s'arrête. Et qu'ils aient décidé de transformer cette nouvelle bordée, cette nouvelle volée de drones en incident et de la prendre plus au sérieux qu'ils ne l'ont fait précédemment dans les autres opérations qui ont été menées par Kiev. Et dans ce cas-là, de se servir de ça pour, je dirais, gagner du temps, accentuer la pression. Et je doute qu'il l'ait fait sans l'accord de Trump, parce que avoir la réaction de Donald Trump, je ne sais pas si vous l'avez. Nous pouvons l'écouter. Mais dites-nous. On a quand même l'impression que il donne du crédit en fait à l'hypothèse russe. Il y a eu aussi un message de Narendra Swamy, donc le président de l'Inde aujourd'hui, qui globalement va un peu dans le même sens. Tout le monde a l'air de prendre très au sérieux. La plupart des grands dirigeants du monde ont l'air de prendre au sérieux l'hypothèse d'une attaque visant à faire dérailler le processus de paix et initiée par l'Ukraine. Si on veut être totalement objectif, il faut bien dire ce qu'on est, on n'a pas les éléments. Bon, on n'a pas les éléments, mais du point de vue de la narration générale et de ce que raconte le monde, il faut bien dire ce qui est. Aujourd'hui, c'est plutôt l'hypothèse et le narratif russe qui dominent dans cette affaire. Alors, vous avez évoqué Donald Trump et ses propos. Pour que tout soit clair, écoutons-le aussi. Oui, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas bien. Je l'ai entendu ce matin. Vous savez qui me l'a dit? Le président Poutine lui-même. Tôt ce matin, il m'a dit lui-même avoir été attaqué. Ce n'est pas bien. N'oubliez pas les Tomahawks. J'ai stoppé la livraison de Tomahawks à l'Ukraine parce que nous traversons une période délicate. Ce n'est pas le moment. C'est une autre chose d'être offensif. C'est autre chose d'attaquer sa maison. Alors, il l'a dit d'ailleurs à côté de Benjamin Netanyahou, mais vous sentez, vous, une réaction clairement en faveur, plutôt, qui pencherait en faveur de Moscou? Oui, de toute façon, Moscou gagne la guerre. Donc, Moscou n'a, je dirais, un allié. Toutes les tensions qu'il y a à l'intérieur du camp de Kiev et dans les allées du pouvoir, de ce qui reste du pouvoir, on va dire là-bas, soutenu par, je dirais, le trio de comiques troupiers, Merckx, Macron et Starmer. Tout ce qui se passe là-bas commence à ressembler vraiment à une débandade générale et à une fin de règne. Et donc chacun essayant de tirer son épingle du jeu, il n'est pas étonnant qu'on soit dans ce type de contexte-là et qu'on ait du mal et de plus en plus de mal à lire ce qui est en train de se passer, les coulisses du pouvoir, les coulisses de ces affrontements. Il a fallu quasiment 60 ans pour être capable de savoir comment se sont terminés les 3 ou 4 ou 5 derniers mois, les 300 derniers jours de la fin du régime nazi. Je veux pas faire de comparaison en permanence avec le régime nazi, mais c'est la dernière. Il
il y a quand même des points de comparaison. On a des chutes de régime. Oui, voilà, des chutes de régime, des militaires radicalisés, idéologisés, des factions très très violentes, des luttes de pouvoir. Bon, bref, il se passe quelque chose quand même d'analogue, et comme toutes les fins de règne et toutes les fins de pouvoir, de l'extérieur, il sera de plus en plus difficile de lire et de comprendre ce qui est en train de se passer dans les coulisses. Sauf à y être, et encore, même quand on y est, j'ai le doute qu'on est toujours voilà. Donc il y a que les services de renseignement, à la limite, et les mieux informés qui sont au fait de ce qui est en train de se passer là-bas. J'imagine les Russes, les Américains, peut-être d'autres, mais voilà. La presse évoque quelques affaires aussi, très peu, sans doute, par rapport à ce qui existe réellement. Sous le vernis diplomatique, on peut lire par exemple quelques informations chocs. L'agence anticorruption ukrainienne, le NABU, rappelons-le, a indiqué samedi dernier avoir mis au jour un groupe criminel organisé avec des membres actuels du Parlement, donc des élus de la Rada, qui recevaient, je cite, systématiquement des avantages illégaux, donc concrètement des pots de vin, pour voter. Donc le NABU a été empêché de perquisitionner les locaux des comités parlementaires, sans doute par quelques malabars qui servaient aux élus. J'en viens à l'Union européenne. Parce que l'adhésion de l'Ukraine, dès janvier 2027, figure, selon le Financial Times, dans le plan de paix américain qui a été proposé à Kiev, mais aussi à Moscou. Et même les bureaucrates européens trouvent cela un peu fort de café de parler d'intégration de l'Ukraine dans l'UE dès janvier 2027. Pour vous, Laurent Ozon, vous nous parlez d'une chute de régime, d'un scénario chaotique, et on a quand même des propositions d'intégrer l'Ukraine à l'Union européenne dans un an. Oui, alors je pense que il est très clair aujourd'hui que, aussi bien du côté de Moscou que du côté de Washington, la perspective de dégager, ou en tout cas de virer la technocratie installée à Bruxelles, et donc l'Union européenne en l'état, est un objectif de fond. Ça me semble être à peu près clair. Je crois qu'il y a une antipathie profonde à l'égard des équilibres de pouvoir à l'intérieur de l'Union européenne aujourd'hui, côté russe, mais aussi côté américain. Donc, vous allez me dire quel est le rapport ? Le rapport, c'est simple, c'est que si vous faites rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, vous allez déclencher alors, c'est déjà très problématique du point de vue agriculture, etc., etc. Je parle même pas des transfert de population, parce que l'Ukraine s'est déjà vidée d'une partie de sa population. L'intégration dans l'Union européenne achèverait en quelque sorte de vider l'Ukraine de sa population, ça pourrait être une bonne affaire démographique pour un certain nombre de ses voisins, ce qui est le cas, parce qu'on néglige toujours d'éclairer l'aspect démographique de cette guerre, pour ne voir que les morts, et effectivement, ça fait partie du calcul démographique, en quelque sorte, ou de l'analyse ou du bilan démographique de cette guerre. Mais il y a un autre bilan démographique de cette guerre, c'est les transferts de population. C'est qui a récupéré combien de centaines de milliers d'habitants, et donc, quel type d'habitants. Et évidemment, quand on est un pays dans lequel on a un taux de reproduction, un taux de fertilité d'à peu près un enfant par femme, comme la Pologne par exemple, ou l'Allemagne, qui est obligée de trouver des migrants pour faire venir dans son, etc., etc. Quand vous avez la possibilité de récupérer 2 millions de personnes formées provenant d'Ukraine, je pense que ça compte. Je pense que ça fait partie des éléments qui ont servi aux prises de décision et qui ont justifié les prises de décision. Je rappelle qu'il y a plus de 2 200 000 ou 2 300 000 Ukrainiens qui sont partis en Russie aussi. Donc il y a un aspect démographique à cette guerre. Il est très probable que l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne accentuerait encore ce phénomène de fuite de population, très probablement, et que la paix tout court, en fait, et l'ouverture des frontières faciliterait encore la mobilité de ces populations vers d'autres pays. Premier point, avec tous les éléments d'instabilité qui peuvent en résulter. On se pose des questions, de savoir comment on faisait le contrôle des terroristes provenant des théâtres d'opérations syriens lorsqu'il fallait rapatrier leur famille ou lorsqu'il fallait les rapatrier il y a quelques années. Je pense qu'on parlera d'ici quelques mois, j'en serais pas surpris en tout cas, de la traçabilité des réseaux ultranationalistes ou mafieux ou bandéristes, voire un mélange des trois, parce que des fois on a un mélange d'activités idéologiques
apparenté au néonazisme et en même temps d'activités mafieuses, et que globalement on va se retrouver à gérer des clans, des familles, des individus difficilement contrôlables, qui pourraient d'ailleurs jouer un rôle tout à fait intéressant à l'avenir pour un certain nombre de forces de déstabilisation en Europe, voilà, et venir alimenter peut-être des réseaux, un peu ce qu'étaient les réseaux Gladio ou les réseaux SAC, ou peut-être un mélange des deux à l'avenir, et venir alimenter des réseaux sécuritaires ou insécuritaires parallèles. Alors, vous parlez de sécurité, j'avais envie de poser la question à qui profite le crime en revenant sur cette attaque de drone. J'aimerais soulever un point. Depuis les annonces de Donald Trump il y a 24 heures sur le fait que les négociations étaient ficelées à 95%, les actions des marchands d'armes européens avaient chuté en bourse. Alors, surtout l'allemand Rheinmetall AG à moins 2,34% en quelques jours. Et depuis hier, figurez-vous qu'il a repris du poil de la bête, 1,74%. Et puis du côté de BAE Systems, moins 1,2%, il a repris 0,15%, Thales moins 1,3% et plus 0,3% depuis moins de 12 heures. Et puis l'italien Leonardo, presque moins 4%, et depuis 12 heures, plus 0,64%. Donc au moins l'industrie de la guerre se porte bien depuis 24 heures, ça vous étonne Non, c'est pas étonnant. Faut voir aussi, il faudrait presque faire les calculs. Il faudrait regarder combien coûte le fait d'envoyer 91 drones par-dessus la frontière russe. Et combien vous en tirez en bénéfice en termes de valorisation d'action à un moment T. Et quel sens ça a ? Moi, je suis pas dans les petits papiers de ces gens-là, mais en fait, on a affaire à des conglomérats qui captent des milliards, des centaines, des dizaines, des centaines de milliards de fonds, etc. Les États européens cherchent à s'endetter ou à augmenter leur dette, alors que les gens crèvent dans les couloirs des urgences, accouchent sur les bords des routes ou se suicident faute d'assistance dans leur propre pays. Les gouvernements ouest-européens, allemands, français et anglais multiplient les promesses de dette, de réindustrialisation militaire, etc., etc. Pour l'instant, on voit pas grand-chose venir, mais ça c'est un autre sujet. Mais une chose est sûre, c'est que vous faites référence à quoi ? On ne voit pas grand-chose venir. On voit pas grand-chose venir, c'est-à-dire qu'il y a un décalage très important entre les annonces de réindustrialisation et de réindustrialisation militaire annoncées et les résultats. Côté allemand, un peu moins, parce qu'en général, quand on dit un truc, on le fait. Mais côté Macron, ça paraît très 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 clair. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'effort de réindustrialisation, de réarmement ne se fait pas. Et les Américains le savent depuis longtemps. Le réarmement de l'Europe pour la défense européenne va se faire avec des armes américaines au standard de l'OTAN, tout le monde le sait. Il a annoncé un porte-avions à 10 milliards d'euros. Voilà, bon, alors il commence à construire des porte-avions au moment où tout le monde est en train de démontrer que les porte-avions sont déjà des moyens obsolètes. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Non, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'on a voulu, qu'on était proche de trouver une solution, à chaque fois il y a eu un incident. Ça a été le cas avec Boutcha, ça a été le cas à chaque fois. C'est pas compliqué. Reprenez toute l'histoire. C'est quand on a un peu de mémoire. Depuis le début de ce conflit, à chaque fois qu'on s'est rapproché d'une solution diplomatique, à chaque fois, il y a eu des incidents. Et à chaque fois, ces incidents provenaient systématiquement du même camp. C'est-à-dire que c'était systématiquement des opérations montées, le plus souvent avec le renfort des Européens ou de moyens européens pour relancer et remettre une pièce dans la machine. Je dis aujourd'hui, je le dis sérieusement aux, entre guillemets, amis de l'Ukraine, je leur dis aujourd'hui, je leur pose la question, est-ce que vous croyez vraiment, toujours, qu'il ne fallait pas négocier en 2022, en octobre 2022, quand la situation le permettait ? C'est vrai que le massacre de Boutcha a eu un énorme impact émotionnel, enfin, le supposé, selon vous, a eu un énorme impact émotionnel et médiatique en Occident. Au moment... il a servi à ça. Hein. Les événements de ce genre... plutôt louche, c'est le moins qu'on puisse dire, servent toujours à ça. C'est-à-dire que à chaque fois, on se retrouve dans une situation où en fait, on fait dérailler un processus, on remet 100 000, 200 000, 400 000, 500 000 morts dans le jukebox. Les gens à l'arrière font des affaires, des carrières. Les politiciens font des affaires et des carrières. Les industries de l'armement se prennent de l'argent. Et on trouve toujours les mêmes, c'est-à-dire les gens du peuple dans les tranchées, dans les bois, dans les forêts, en train de grelotter et de se faire trucider ou de s'entre-trucider pour alimenter ces machines-là. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on ne le sait pas encore. Je
tablerais moi plutôt, si j'étais fiable, pour une attaque effectivement de l'Ukraine, une attaque de plus de l'Ukraine, peut-être avec l'intention de toucher effectivement la résidence de Vladimir Poutine. C'est pas du tout impossible. Ils ont essayé le Kremlin, ils peuvent bien essayer. Que les Russes auraient très bien pu faire le choix de laisser couler puisqu'ils ont intercepté tout, donc de dire une de plus, une de moins, bon, et que les Russes cette fois-ci ont décidé effectivement d'utiliser pour la faire rebondir en quelque sorte, et dans le cadre du processus de négociation. Ça me paraît le plus probable. Macron a déclaré le 23 décembre dernier qu'il allait, je cite, redevenir utile de parler à Vladimir Poutine. Alors je ne sais pas s'il le répéterait aujourd'hui après cette attaque de drone, mais cette déclaration, était-ce l'aveu, selon vous, même tardif, de l'échec du discours de la Russie ennemie de l'Union européenne? Est-ce qu'on peut vraiment commenter ce que dit Macron? Je veux dire, il dit tout et n'importe quoi d'un jour sur l'autre. Il n'y a plus de lisibilité diplomatique et politique et géopolitique française depuis longtemps. La plupart des intervenants brouillent et on vit dans une sorte de brouillard médiatique permanent avec des gens qui passent leur temps à inventer chaque jour une nouvelle histoire. Alors, il y a des cabinets qui doivent bosser dessus. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de ceci et de cela, du troisième cancer de Vladimir Poutine ou de la... On est dans l'absurde depuis trop longtemps. On n'a plus de visibilité du tout et ce que fait Macron, ce sont toujours deux choses différentes. Je crois ça sert plus à rien de commenter Macron. Je crois que Macron est hors jeu, définitivement et complètement hors jeu. La seule chose qui va devenir à nouveau une affaire française, si je puis dire, et d'une certaine façon, c'est effectivement la question de savoir si l'Ukraine va être poussée par les Américains et peut-être avec l'assentiment des Russes à l'intérieur de l'Union européenne pour la faire exploser. Ça, c'est vraiment un sujet. On va voir, et là on va encore s'amuser beaucoup, on va voir les éternels cocus de cette histoire, c'est-à-dire les Européens, non seulement payer, non seulement s'endetter pour acheter des armes aux États-Unis, mais en plus récupérer le chaos social, économique et commercial que générerait l'entrée de ce pays dans l'Union européenne. Donc ce que vous dites, en fait, c'est d'une certaine manière très cher payé. On peut récupérer peut-être 10, 15, voire même 20 millions d'Ukrainiens qui compenseraient des balances démographiques, mais cela ferait très cher payé pour l'Union européenne. Non mais c'est-à-dire qu'on n'organise pas. On a beau avoir une grande proximité avec d'autres populations européennes qui sont toujours plus facilement intégrables, assimilables, etc., etc. Si on se place du point de vue de l'Ukraine, c'est une catastrophe. C'est déjà une catastrophe. Mais je vois bien, j'ai hâte de voir les gens qui se présentent comme des amis de l'Ukraine depuis des mois et maintenant des années. J'ai hâte de voir ces gens défendre l'assimilation, la disparition, la mixion. Et de facto, le nettoyage ethnique de l'Ukraine. Mais tout ça est absurde. Tout ça est absurde. Donc, ceci dit, on est encore loin du compte. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Moi, j'avais pronostiqué quasiment tout début de l'intervention militaire russe en Ukraine. J'avais diagnostiqué que l'objectif russe serait très probablement de transformer l'Ukraine en grosse Slovaquie, c'est-à-dire sans accès à la mer. Je pense toujours que c'est fondamentalement un objectif géopolitique russe et ça plus sa neutralisation. Peut-être qu'au lieu d'être une grosse Slovaquie, l'Ukraine pourrait devenir une grosse Suisse si elle avait beaucoup de chance. Ça impliquerait évidemment une politique bien différente de celle qui est menée et des élites bien différentes de celles qui sont installées en Ukraine depuis maintenant quelques années. Est-ce que l'Ukraine est capable de se réformer? Est-ce qu'elle est capable de se doter d'institutions et de personnel politique désintéressé visant à satisfaire aux besoins de sa propre population? Est-ce qu'elle est capable de tirer parti des échecs et de se reconstituer sur des bases plus saines? Parce qu'en fait, si j'essaie de synthétiser un peu la situation, cette guerre a été déclenchée parce que l'Ukraine, qui est un État créé en 1991, s'est retrouvée dans des frontières multiethniques, c'est-à-dire avec des populations d'origine, d'ethnies différentes, mais cherchant à appliquer une définition, une organisation et un système monoethnique. Donc on s'est retrouvé dans une situation de guerre civile de fait dès l'indépendance de ce pays-là, qui ne pouvait se terminer que de deux façons, soit par l'épuration d'une partie de la population au profit d'une autre partie, soit par la fragmentation
de cette république socialiste, je dirais, née de l'effondrement de l'Union soviétique, donc très récente, qui n'a jamais eu d'État auparavant et qui n'avait pas de tradition étatique auparavant. On va voir très vite comment tout cela va se terminer. La probabilité, c'est qu'effectivement, l'Ukraine va perdre des territoires qu'elle martyrisait ou que son gouvernement martyrisait depuis maintenant plusieurs années, et peut-être, si elle a de la chance, retrouvera un semblant de paix, pourra panser ses plaies et retrouvera un semblant de stabilité. La pire des choses qui pourrait arriver aux technocrates de l'Union européenne, comme au peuple, comme aux Ukrainiens et à l'Ukraine, en tant qu'État, je dirais, ça serait évidemment d'être intégré, d'être poussé à l'intérieur de l'Union européenne. Ça, je crois que s'ils font cette erreur-là, ils détruiront l'Union européenne et ils détruiront l'Ukraine. Ça, c'est à peu près certain. En fait, il y a un grand paradoxe, c'est-à-dire que l'Union européenne a tenu depuis plusieurs semaines, depuis que Donald Trump a lâché Kiev, a tenu l'Ukraine à bout de bras. Elle prête, mais en réalité donnera 100 milliards de dollars avec les avoirs russes comme garantie. Alors je joue l'avocat du diable un petit peu, Laurent Ozon, mais on a quand même l'impression que Bruxelles s'est continuellement accrue à travers les années, à travers les crises, des subprimes bien sûr, migratoires, le Covid évidemment, l'Ukraine. Mais alors l'Ukraine n'est-elle pas en fait la crise de trop qui pourrait aboutir à une crise encore plus vaste, mais cette fois dans l'UE? C'est un calcul évident, et c'est un calcul des eurocrates depuis bien longtemps, de profiter, de créer en fait des logiques d'auto, on appelle ça comme ça en cybernétique, d'auto-renforcement permanente, qui construisent les États. Il faut rappeler que l'État fédéral américain s'est construit comme ça. Il s'est construit sur la Deuxième Guerre mondiale et sur l'effort de mobilisation, en particulier industrielle, qui a produit les États-Unis pour répondre à la Deuxième Guerre mondiale. Et le New Deal, etc., etc. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas l'ingéniosité, l'initiative, etc., etc. Non, c'est un effort industriel, étatique, qui s'est construit aux États-Unis avec la production d'agences, d'administrations, etc., etc. Et donc, ils cherchent globalement les partisans de la disparition des États-nations et de la construction du super-État européen cherchent de fait, effectivement, à utiliser chaque crise, chaque stress pour produire une logique d'auto-renforcement, c'est-à-dire d'acquisition de compétences supplémentaires, notamment sur la défense, etc., etc. Ça paraît évident. Donc c'est ce qu'ils font. Votre question, c'est est-ce que ça va pas être la crise de trop ? Je pense que les crises peuvent produire effectivement peuvent produire de l'instabilité. Je crois que surtout le problème de trop pour l'Union européenne, c'est qu'elle se trouve confrontée à une volonté, une hostilité profonde de la Russie, aujourd'hui une hostilité profonde de l'administration Trump, mais pour combien de temps ? On verra après les midterms, et surtout une hostilité de plus en plus claire d'une partie de la population européenne elle-même. Et que donc, il va y avoir d'une façon ou d'une autre un changement de pied. Il va y avoir un changement de pied. Soit un renouvellement de doctrine, entre guillemets, de l'Union européenne, peut-être via des élites plus, a priori, se présentant comme plus souverainistes, plus patriotes, plus nationales, etc., et cherchant à réorganiser l'Ukraine autour d'une doctrine un peu à la Orban, hein, peut-être fédération d'États-nations, etc. Peut-être pas, et peut-être que globalement tout ça va se terminer par effectivement un effondrement général. Une chose est sûre, c'est que la meilleure façon de hâter et de provoquer effectivement cet effondrement général, c'est de pousser de force l'Ukraine en l'état dans l'Union européenne. Ça, en termes que ça soit sur le plan démographique et commercial, économique, sécuritaire, la situation qui en résulterait serait très probablement très chaotique. Est-ce que les élites de l'Union européenne misent là-dessus pour, là encore, générer du chaos et donc générer un processus d'auto-renforcement, un accroissement de compétences en réponse je dirais, à des problèmes qu'elles auront elles-mêmes suscités, ou est-ce que ça sera effectivement le dérapage de trop, et peut-être demain verrons-nous des partis qui cherchent à redonner à leur pays ou aux États-nations leurs compétences et une partie de leur souveraineté, pour reprendre la main avec l'appui, pourquoi pas, de Washington et de Moscou, pour reprendre la main et je dirais faire le ménage dans ces institutions bruxelloises. Ça, on verra. Donc une internationale eurosceptique, enfin eurocritique. En tout cas, une internationale anti-deep state, puisqu'il faut comprendre que l'Union européenne aujourd'hui, ce sont les vestiges
du deep state, de ce qu'on appelle l'État profond occidental, des institutions qui se sont internationalisées durant la deuxième partie du XXe siècle, et des institutions financières, de renseignement, etc. Donc c'est un processus de destruction achevée des réseaux néoconservateurs et du deep state, de mise au pas en quelque sorte du deep state dans l'Union européenne. Qu'est-ce qui restera de l'Union européenne une fois le deep state disparu, ou une fois les néoconservateurs évacués? Ça reste à voir, mais probablement plus grand-chose. Une confédération. Oui, voilà. Là, aujourd'hui, on a encore une technocratie fortement idéologisée, largement discréditée quand même, mais pas totalement. Il y a encore des gens qui pensent que c'est la bonne voie. Le plus probable, enfin je l'avais anticipé comme ça, mais le plus probable c'est qu'on va assister à une fusion en quelque sorte, une fusion entre, je dirais, les partis de droite convertis à l'OTAN, on va dire, pseudo-souverainistes mais convertis à l'OTAN, et le van der Leyenisme ou le macrono-van der Leyenisme, c'est-à-dire le fédéralisme européen. Et donc on va peut-être avoir un mixte idéologique qui va se mettre en place avec des personnalités comme on en trouve beaucoup dans les pays, dans un certain nombre de pays ouest européens. Pas sûr que ça marche. Une chose est sûre, c'est que avec les élites baltes aussi. Voilà, on arrive vraiment dans la phase où l'effondrement de la mafia kievienne et du gouvernement de Kiev et l'effondrement de la situation là-bas va provoquer effectivement des tensions très fortes dans l'Union européenne qui auront des impacts divers et variés. Et on a deux grandes puissances qui pour une fois sont à peu près d'accord sur ce point. Vae victis. Malheur aux vaincus. Et malheur aux vaincus. Ce sera le mot de la fin. Laurent Ozon, merci beaucoup d'avoir une nouvelle fois répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous avez publié l'essai Les néoconservateurs, une élite impériale, que vous pouvez retrouver sur la boutique de TVL ou pour regarder aussi l'entretien que nous avons fait il y a quelques semaines sur cet essai. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Surtout, n'oubliez pas de la commenter et de la partager. Merci à tous et bonne soirée.